Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour, je suis Niels Bossenberg et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast des entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, nous allons parler des ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est? Sont-elles dangereuses pour les êtres humains? Pour répondre à ces questions, nous accueillons André Henriks, coordinateur technique pour les règles de sécurité du CERN. Bonjour. Bonjour d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec énorme plaisir d'être là avec vous pour échanger sur cette thématique importante. Donc, je suis ingénieur et chercheur de 36 ans qui travaille au CERN ici. Je suis né au Canada, j'ai vécu au Portugal et après, il y a 13 ans en arrière, je suis déménagé ici en Suisse, à Genève, pour justement travailler pour le CERN et je suis là depuis. Si j'ai bien compris, vous êtes ingénieur. Mais qu'est-ce que c'est ingénieur quoi? Électrotechnique ou Ingénieur mécanique en fait de base, et après je suis devenu chercheur dans le CERN avec certains projets de recherche notamment sur la sécurité et santé, mais sur les technologies qu'on développe au CERN notamment. Donc vous y êtes arrivé quand au CERN? Il y a 13 ans, donc en 2011, je suis venu en tant qu'un fellowship, c'est comme un stagiaire, et maintenant je fais partie du employé du CERN. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Une onde électromagnétique, en fait, c'est des champs magnétiques et électromagnétiques, en fait, qui se propagent dans l'espace, aussi dans le vide, dans l'espace qu'on voit, mais ici dans notre espace. Et en fait, ce sont des oscillations du champ électrique. À chaque fois, il y a un champ électrique, il y a forcément un champ magnétique qui se crée automatiquement. Et cet champ électrique oscille. Donc la onde, c'est une onde. Donc elle monte et descend. C'est une oscillation synchronisée. Et c'est cette caractérisation de cette oscillation qui donne définition à une onde électromagnétique, et on dénomine ça par une fréquence. Ça propage à la vitesse de la lumière d'ailleurs dans tout l'espace, dans tout l'univers, et transporte de l'énergie, mais aussi transporte de l'information. Vous savez que cet transporteur de cette onde électromagnétique, depuis l'arrivée de la physique quantique, on donne le nom d'une photon. Donc la lumière qu'on reçoit du soleil, c'est transporté par une particule élémentaire qui s'appelle le photon. Expliquez-nous pourquoi ces ondes peuvent être dangereuses pour l'être humain, si c'est le cas. Oui, donc effectivement, comme je vous ai dit, les ondes électromagnétiques existent partout, à tout le moment. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes immersés dans des ondes électromagnétiques. D'ailleurs, sans les ondes électromagnétiques, notamment du soleil, il n'y aurait pas la Terre, il n'y aurait pas la vie sur la Terre. Donc, l'onde électromagnétique est essentielle pour la vie humaine. Donc ça, c'est déjà un point important. Par contre, c'est juste que, comme je vous ai dit, les ondes électromagnétiques peuvent être caractérisées sur une bande énorme. Ça dépend de la fréquence de cette oscillation. On peut avoir des basses fréquences où la longueur d'onde, donc c'est la distance entre les deux pics d'une onde, est plus grande. Et là, il y a moins d'énergie stockée dans cette onde. Le plus on augmente la fréquence des ondes, le moins est la longueur de cette onde, le plus énergétique est cet rayonnement électromagnétique. Il y a des spectrums où on peut jouer sur les ondes qui viennent du soleil, sont juste une partie de tous les spectrums, sont dans une fréquence où notamment nos yeux peuvent regarder certains type de fréquence, parce que c'est notre cellule dans les yeux qui peut juste seulement pouvoir déchiffrer cette bande de l'onde magnétique. Si on décale un peu, par exemple, si on va sur des fréquences plus élevées, peut avoir des soucis de santé et sécurité qui peuvent être importants. Par contre, ça, il faut vraiment aller au-delà de la vie quotidienne. Par exemple, sur une centrale nucléaire, la fréquence est énorme et donc l'énergie est énorme. C'est pour ça qu'il est interdit d'être exposé à des réacteurs nucléaires. Donc tout ça est relatif à l'usage du quotidien. Il faut caractériser d'abord l'onde magnétique et voir si cette onde ou cette technologie peut être préjudicieux pour notre santé ou pas. Si l'être humain est trop proche de ça, est-ce que ça peut créer des symptômes? On peut dire par exemple, qu'est-ce qui existe? Quels sont les types de ondes électromagnétiques? La radio. On écoute la radio, on allume la radio, on écoute du son. C'est des ondes radio parce qu'elles sont caractérisées sur une fréquence spécifique et on reçoit cette onde et on écoute de la musique. Ça, c'est pas dangereux.
on survit avec ça depuis un moment. Un autre type d'utilisation, c'est les téléphones portables, les Natel. Donc, il y a une antenne de transmission qui est avec une repuissance et là, c'est au niveau haut, au dehors du port humain, donc personne ne peut y aller. Et après, il y a le récepteur. Il y a une antenne dans notre téléphone portable. Et en fait, ce qu'on écoute, le téléphone, il y a le rayonnement qui est vraiment proche de notre tissu. Et après, il faut savoir aussi bien que les rayonnements, donc les ondes électromagnétiques, ils sont faciles à limiter l'exposition. Deux choses importantes, c'est le blindage. C'est relativement facile à blinder un rayonnement électromagnétique. Ça suffit une plaque métallique parce que les rayonnements électriques va être réfléchi dans un élément métallique et après, c'est un blindage. Pour ce type de fréquence, si on augmente les fréquences, il faudrait d'autres types de blindage. Mais pour la fréquence des télécommunications, ça suffit une petite plaque métallique. Deuxième chose qui est plus importante, c'est la distance. Tout simplement 20 cm, on réduit l'exposition 30 fois moins. Écouter un appel avec haut-parleur, on réduit déjà l'exposition 50 fois plus. Une autre chose importante, c'est pour limiter un peu l'exposition à ce type de rayonnement, c'est par exemple utiliser des écouteurs sans fil Bluetooth. C'est quand même une communication sans fil entre le Natel et les écouteurs de Bluetooth. Mais par contre, cette transmission, c'est à une fréquence beaucoup plus basse parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations, c'est juste la parole. Toute l'antenne va recevoir l'information qui vient de l'antenne générale dans son portable. C'est juste une communication vers l'écouteur Bluetooth et ça, c'est limite 100 fois moins encore l'exposition. Donc, deux choses pour limiter l'exposition. Distanciation, et il n'y a pas besoin d'être à 2 km au téléphone, c'est juste dans 20 cm, ça suffit. Voir les écouteurs, c'est aussi bien. Mais, je vous rassure, on est en Suisse, même en Europe, tout ça c'est réglementé. En fait, c'est des études de l'Office fédéral de santé publique suisse qui ont fait des études de différents types de téléphones mobiles. Ils n'ont pas donné, point de vue commercial, la marque, mais ils ont fait plusieurs mobiles dans le marché suisse et ils ont fait des tests. Donc, il y a des mesures qu'on peut faire pour quantifier l'impact sur la santé. Notamment ici, c'est le plus près, l'organe plus important plus près, c'est le cerveau. Ils ont fait l'impact sur le cerveau. Ils ont vu que de toutes les bandes de type de récepteurs de mobile, ils ont tous au-dessus de la limite réglementée par les instituts internationaux, notamment de la rayonnement non ionisant. Même si on est là, le risque est acceptable. Si on rentre dans un marché contrôlé et réglementé, c'est le cas en Suisse. Par contre, personne et même l'Office fédéral de santé publique ne peut dire qu'il y a un risque zéro. Le risque zéro n'existe jamais. Ce que c'est important de savoir, c'est le risque acceptable pour le public. Et en fait, c'est ça l'important, c'est que on peut faire des appels comme ça et avoir un risque, c'est acceptable. Et peut-être il y a d'autres risques dans le quotidien qui sont beaucoup plus importants que le risque de l'exposition de ces types de ondes électromagnétiques. Il y a aussi le Wi-Fi. Vous avez peut-être entendu parler. Le Wi-Fi, on rentre dans un bâtiment, on voit tout de suite s'il y a un Wi-Fi pour se connecter. Donc le Wi-Fi est maintenant partout dans l'espace public et même la maison. Et ça, c'est aussi des ondes électromagnétiques. Mais là, c'est encore moins énergétique. Donc les fréquences de Wi-Fi, c'est beaucoup plus basse. Et encore une fois, c'est réglementé par l'ordonnance de lutte contre le rayonnement non ionisant où les installateurs des routeurs Wi-Fi et les fabricants ont des exigences, ont des normes à suivre pour justement blinder à l'intérieur les récepteurs, pour être en distance où il y aura presque aucun impact pour les occupants. Donc, le message que ça veut dire, c'est que le risque n'est jamais zéro, mais sur un marché contrôlé où on comprend comment les choses vont et la technologie évolue aussi dans ce sens, on est dans une situation confortable où il n'y a pas un grand risque pour la santé de la population. Qu'est-ce que ça peut avoir comme symptôme pour l'être humain si jamais il y a des risques? Ça peut être quoi? Toutes les études qui sont publiés, donc que j'ai lu, que j'ai connaissance. Il y a eu déposé des plaintes, des symptômes comme des mal à la tête, comme des nausées, comme des vertiges. Et après, des études sont faites derrière et la conclusion que c'est inconclusif. Donc effectivement, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence que ces types de symptômes sont liés à l'environnement et peut-être pas liés à l'autre chose. Par exemple, comme dans une salle, on est fermé, pas d'aération, le CO2 qu'on est en train d'exhaler va augmenter dans cette pièce. Et le CO2, oui, prend le mal à la tête. Donc peut-être c'est d'autres effets. Une chose c'est important de mentionner, c'est que il y a des débats par rapport au risque
ou l'augmentation du risque du cancer du cerveau ou l'utilisation des téléphones portables. Donc ça, c'est un débat sur la table sur la santé publique. Effectivement, des associations attachées à l'OMS qui se traitent d'innovation sur le cancer, ils classifient les ondes radiofréquences, donc c'est cette onde couvre la télécommunication, comme un potentiel peut-être cancérigène, classe 2B. Et on voit la définition d'une classe 2B, on est là à côté, et ça j'ai trouvé quand même intéressant parce que je ne savais pas quand j'ai préparé cette interview, j'ai relu un peu, c'est juste à côté des cornichons. Et moi j'aime bien les cornichons, juste et en plus avec la fondue, les légumes conservés dans le vinaigre peut-être avoir une augmentation sur le risque du cancer du stomac. Donc le 2B, la définition, c'est qu'il n'y a pas d'évidence, ou l'évidence est très limitée sur des études sur l'être humain, ou il n'y a pas d'évidence, ou l'évidence est très limitée sur des études sur les animaux. Par exemple, si on montre 1 degré, 2A, c'est qu'il n'y a pas d'évidence ou évidence limitée sur des études sur les êtres humains, mais il y a des évidences sur les animaux. Par contre, j'ai pas mentionné une chose importante, c'est cette catégorisation du cancer en 2B, c'est pas l'onde rayonnement à fréquence haute. Il y a 2 sources de ondes électromagnétiques sur un attel. C'est la radiofréquence qui vient de l'antenne, c'est la télécommunication qui vient de l'antenne principale jusqu'à l'antenne du téléphone pour parler, pour communiquer. Et il y a aussi les ondes électromagnétiques gérées par une batterie. L'onde magnétique électromagnétique qu'on reçoit pour la communication est haute fréquence, radiofréquence, mais l'onde électromagnétique gérée par la batterie, les pulses de batterie à chaque fois qu'il faut charger l'électronique, là c'est à basse fréquence. Et en fait, les risques 2B de cancer, c'est pas la haute fréquence qu'on reçoit la communication, c'est justement l'onde électromagnétique générée par la batterie, parce que c'est basse fréquence et il faut tant d'exposition à long terme pour pouvoir peut-être augmenter le risque de cancer. Donc c'est même pas les ondes qui ont de plus d'énergie qui sont liées à cet aspect du cancer. C'est les ondes avec moins basse énergie à plus long terme. Mais ça, encore une fois, je répète ça parce que c'est important. Mais la connaissance, c'est de tout dire. Et donc, il y a cette possibilité. C'est catégorie 2B, ça peut être. Il n'y a aucune évidence vraiment physique, mais il n'y a jamais un risque zéro. Mais moi, personnellement, je suis rassuré parce qu'on est dans un marché contrôlé où ils vont pas laisser faire n'importe quoi les fabricants de ces types d'appareils, ni les opérateurs du réseau, ni de faire des antennes, des fréquences qui peuvent être mauvais par la santé de la population. Est-ce que vous pensez que ces ondes peuvent être absorbées par notre cerveau? Oui, en fait, on est là maintenant et on est constamment notre cerveau, tout notre corps était en train d'être conservé par les ondes électromagnétiques. À tout moment, même maintenant. En fait, des ondes électromagnétiques rentrent dans mes yeux et focalisent dans le nerf optique qui est presque au cerveau. Donc, je peux voir la vie, heureusement que j'ai la vision, pour absorber ces ondes électromagnétiques. Par contre, si je mets ma tête dans une situation où il y a des ondes à très haute fréquence qui sont dangereuses, et là, il y a des autres mesures de sécurité, c'est l'imitation de rentrer dans ces zones, là, il peut être mauvais pour la santé, et là, des maladies peuvent arriver, mais pas dans le quotidien. Si on a trop de ondes, trop haute fréquence autour de nous, là, c'est dangereux. Trop haute fréquence, mais trop haute fréquence au-delà du quotidien. Ça veut dire qu'il faut aller dans un endroit au-delà de la télécommunication, au-delà des choses, pour pouvoir arriver dans un stade mauvais pour la santé. On comprend les ondes électromagnétiques et ses effets pour la santé depuis 50 ans. Et donc, on sait que on peut avoir des technologies plus performantes, technologies plus futuristes, mais on sait comment les ondes sont comportées à 14 milliards d'années quand l'univers est créé. C'est les mêmes caractéristiques des ondes d'aujourd'hui. Sur ça, on peut savoir que ça va pas changer. C'est la loi de la nature, de la physique. Ça va pas changer. Donc, on peut développer les technologies dans le futur qui vont être plus performants, mais qui vont être aussi en sécurité. Et en fait, on parle de 2G, 4G, 3G, 4G, 5G. C'est génération des télécommunications. Et on voit, et ça c'est dans le rapport de l'OFSP aussi, donc la troisième génération est plus puissante que la deuxième génération en termes d'énergie des ondes. Par contre, l'effet de la santé est réduit. On augmente, la technologie va évoluer, mais donc ils ont développé les technologies de sorte que le risque pour la santé est réduit. J'espère et je suis convaincu que ça va continuer comme ça, parce qu'à la fin, on veut pas croire qu'ils veulent faire ça pour être pas bon pour les utilisateurs et pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il y aura comme changement pour le futur selon vous dans l'avancée des choses? Ce sera quoi les prochains appareils à fonctionner avec le Wi-Fi ou les ondes? C'est quoi les prochains?
Je veux bien répondre, mais c'est mon vue peut-être plus fiction scientifique qu'autre chose parce que je suis pas dans ce domaine. Mais moi, je vois une chose que c'est clair, en tout cas dans ma vision personnellement, ça m'engage que moi, qu'on va dans une future où on est de plus en plus connecté avec plus en plus de communications et on va utiliser de plus en plus les ondes électromagnétiques. C'est ma vision. Et on voit des technologies qui sortent de certaines entreprises, notamment, je sais pas si vous avez entendu parler de Neuralink, que c'est en fait un stimulus, c'est un dispositif, c'est un électronique qui est implanté dans le cerveau pour augmenter la capacité du cerveau. Donc c'est quelque chose qui vient. C'est un peu futuriste, on va pas, je pense que ça va pas arriver dans les prochaines années, mais c'est quelque chose qui y va. Donc une chose que c'est clair, et je suis convaincu, c'est cette technologie en autre de style vient dans ce sens, ça va être aussi quelque chose qui va être bon pour la santé et pas le contraire. Au moins, ça va pas augmenter le risque comparativement à aujourd'hui, qui est déjà acceptable. Moi, je trouve que c'est un peu fou de dire on va implanter quelque chose dans le cerveau. Personnellement, je veux pas m'amuser à faire ça. Oui. Donc, mais ça, c'est important à savoir parce que c'est un choix. C'est un choix d'avoir un téléphone mobile. Mais par contre, à un moment donné, c'est quelque chose qui va avec. Je pense que si je demande à mes parents qu'en 2024, tout je peux faire avec une montre, alors que peut-être les premiers ordinateurs de nos parents, c'était grand comme cette salle. Donc, c'est aussi, je comprends tout à fait cette remarque. Peut-être d'ici à 50 ans, on peut avoir des autres choses. On a déjà des implantes médicales, on a déjà des pacemakers, des défibrillateurs, et sont aussi des générateurs des ondes. C'est des pulses électriques pour être sûr que le corps ne s'arrête pas. Donc tout ça, ça peut avoir peur, mais je suis sûr que ça va être fait avec les règles. Et vous le savez aussi que les règles, généralement, les réglementations deviennent de plus en plus strictes. Il y a peut-être 20 ans en arrière, peut-être plus 30, c'était pas obligatoire d'avoir la ceinture de sécurité dans la voiture à l'arrière. Et maintenant, c'est obligatoire partout. Et de plus en plus d'airbags, et de plus en plus ci, plus en plus ça. Donc, la réglementation, tendanciellement, va toujours de plus en plus stricte et pas le contraire. Donc, ça va continuer pour cette technologie aussi. Que pensez-vous si on a toutes ces ondes, ça va donner quoi pour notre avenir à nous, êtres humains? Est-ce qu'il va être plutôt positif ou bien négatif? Il faut surtout pas toucher, mon Dieu. Comme je vous ai dit, je pense que ça va être positif. Il faut bien maîtriser. Il faut pas arriver à créer une technologie avec une fréquence d'onde qui, là, on sait qu'est mauvais pour la santé. Je vois un futur de plus en plus connecté en utilisant des dispositifs qui profitent de cette onde électromagnétique, de cette phénomène merveilleux pour aider à notre quotidien et de le faire avec un impact sur la sécurité qui est négligeable. Et vous aurez un aspect un peu plus négatif de cette question d'évolution, technologie, tout ça? Oui, il y a beaucoup de choses pour être négatives. Il y a beaucoup de discussions par rapport à l'intelligence artificielle. Là, j'ai plus de réserves, justement, parce qu'il n'y a pas de réglementation encore pour les générations des modèles d'intelligence artificielle. Je serais plus à l'aise si, en Europe ou dans le monde, il y aurait une réglementation sur l'utilisation de la création des modèles d'intelligence artificielle, comme on a des réglementations pour les rayonnements non ionisants, pour les ondes électromagnétiques. En fait, je vais rentrer un peu dans l'histoire de cette technologie. Depuis quand ils existent ces ondes? C'est depuis que l'être humain existe ou depuis que la Terre a existé? Non, avant que la Terre existait. Donc vous savez que c'est depuis la théorie de la physique qu'on connaît aujourd'hui, la plus acceptée, c'est la théorie du Big Bang. Il dit que même le Soleil, c'est une type de onde électromagnétique. Même avant le Soleil, il y avait des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques existent depuis que l'univers existe. Et en fait, on peut voir ça. On peut prendre des photos sur l'espace et absorber des micro-ondes. C'est des ondes électromagnétiques avec une fréquence dans une bande qu'on appelle micro-ondes. Et on détecte ces micro-ondes de l'espace qui vient du Big Bang. Ça s'appelle, on veut dire en anglais, Cosmic Microwave Background. Donc c'est que le background cosmique des ondes, des micro-ondes qui ont été générées peu après le Big Bang. Donc les ondes électromagnétiques existaient depuis des années. Par contre, l'exploitation de ces ondes électromagnétiques vient avec la révolution de la technologie. Tout ça, c'est fait avec la radio, après les micro-ondes, avec l'infrarouge. L'infrarouge, c'est aussi l'UV. On peut pas vivre sans les ondes. Les micro-ondes à la maison, peut-être ça peut être aussi intéressant. Les micro-ondes, qu'est-ce qu'il fait?
Il chauffe la nourriture. Il va concentrer de l'énergie pour chauffer la nourriture. Vous savez comment ça chauffe la nourriture? Il va en montant l'énergie, donc il va pas aller vers le bas, mais il va plutôt aller vers le haut. Donc l'énergie va cuire l'aliment. S'il va pas vers le haut, ça cuit pas, c'est négatif. Oui, c'est une excitation, en fait. Et ce qui se passe, c'est que les ondes sur cette bande préférée, si on augmente un peu l'énergie, ça ne va chauffer pas, ça va brûler. C'est comme un four normal, four convectif. Et si on réduit l'énergie, ça va chauffer pas du tout. En fait, c'est les ondes qui rentrent dans un petit pièce de viande, une nourriture, et même notre tissu, il est fait de quoi principalement? L'eau. De l'eau. Et en fait, c'est l'eau qui va être embêtée par les ondes. Et les molécules de l'eau, H2O, ils vont osciller. Et cette oscillation donc il y a une molécule de l'eau qui oscille, qui va aussi toucher l'autre molécule qui oscille, qui est à côté. Là, on va dire qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de molécules d'eau. Et c'est cette friction, ils sont en train de toucher entre un des autres, qui va chauffer. Les aliments. Donc, c'est comme on va frictionner la main contre le pantalon, ça va devenir chaud. Et donc, c'est l'énergie par friction des molécules de l'eau qui oscillent dans le micro-ondes. Et c'est pour ça que ça cuit à l'intérieur. Alors qu'une four conventionnelle, ça va cuire depuis la surface jusqu'à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça va pas osciller les molécules, ça va juste chauffer. Et en fait, la fenêtre au micro-ondes, c'est pas complètement une fenêtre vraiment transparente. Et c'est fait parce que c'était transparent, c'est si transparent au rayonnement, aux ondes électromagnétiques. Donc les ondes peuvent sortir du four. Et c'est une petite maille métallique avec un espace vraiment calibré pour que les ondes se reflètent et pas traverser. Donc, pour protéger, pour que la personne qui est dans la cuisine, qui est devant le four, n'est pas exposée. C'est blindé dans le four, en fait. Est-ce qu'on peut vivre sans les ondes électromagnétiques? Je pense pas. Le but, c'est d'un peu rassurer sur l'utilisation de ce type de technologie. Je suis un curieux et c'est important d'être curieux, comme j'ai trouvé cette petite nuance avec les cornichons. Merci encore pour l'invitation. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a bossé pour le CERN. Ça fait, on va dire, passé 10 ans maintenant que malheureusement il est décédé. C'est monsieur Gene Vossenberg. Tout le monde l'appelait Gene Vossenberg quand il était au CERN. Et je suis son fils. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis dit, ça peut être intéressant de faire venir quelqu'un du CERN parce que moi j'avais envie que quelqu'un du CERN puisse nous expliquer en fait toutes les ondes, qu'est-ce que ça faisait, et puis surtout sur les séries Netflix, comme il y a beaucoup de choses qui semblent dire, ouais, il y a des maladies, des choses comme ça qui peuvent venir. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça ce qui m'a motivé à donner cette interview, on va dire, c'est que je voulais être sûr que les ondes sont dangereuses ou pas. Est-ce que c'est du fake avec Netflix ou pas? Et maintenant, je crois qu'ils font beaucoup ça pour impressionner le monde autour. D'après ce que vous dites, moi j'ai l'impression, ce que je pensais, c'est la série elle est faite pour plus impressionner le monde qu'autre chose. J'ai raison ou pas? Donc d'abord, merci. Vous savez que et je suis sûr que ton père est fier de toi pour organiser ça et pour tout que tu fais. Et donc là, c'est justement peut-être il y a des autres motivations, des documentations. Il faut toujours cross-checker les faits. Mais ça, c'est pour tout dans la vie. On écoute quelque chose à la télé, on sent convaincu, mais attends, je vais chercher une autre source. Peut-être ça va confirmer ce que j'ai soulevé là. C'est très important de toujours cross-checker l'information qu'on reçoit. C'est très important. S'il y a une documentation qui fait peur aux gens, je sais qu'il y avait beaucoup de bruit sur l'avenir de la 5G. Mais c'est pareil, l'OFSP a encore pas publié ses résultats sur la 5G parce que c'est récent. Il faut du temps pour faire les mesures. Mais je suis convaincu que c'est la même chose. On va améliorer la technologie. C'est sûr que si je suis à côté de l'antenne de Sunrise ou Swisscom qui est à notre niveau à côté de nous, ils sont en hauteur loin des personnes. On voit les antennes qui sont hauts. C'est pas seulement pour une couverture uniforme, c'est aussi pour être, de point de vue de distance, éloigné des ondes de la source. Parce qu'à la source, où la distance est zéro, collée, où l'exposition est la meilleure. Donc, forcément, si moi, je suis à côté d'une antenne 5G, je vais avoir mal. L'antenne, pas le téléphone, parce que l'antenne doit avoir une énergie, peut servir combien de millions de téléphones ou milliards de téléphones. Donc c'est juste tellement petite quantité que je vais recevoir. C'est comme une lumière avec la main.
on voit la lumière qui est vive avec une cercle qui est petit. Si j'éloigne ma main, le cercle va augmenter et la lumière va être moins vivante. On perd l'intensité. Donc si on distance avec ça, c'est exactement ça qui se passe avec toutes les ondes électromagnétiques. Dès qu'on s'éloigne de la source, l'intensité réduit beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont en haut, ils sont protégés. On peut pas aller, il faut franchir les garde-corps, passer les sécurités et rentrer. Moi, j'ai un appartement, je suis juste devant le train à Versoix, et là, il y a une grande antenne pour le Wi-Fi, justement, juste devant ma fenêtre, je peux voir tout ça. On est en Suisse, et en Suisse, il y a l'ordonnance, et je suis sûr, ils ont fait le calcul, et ils ont installé cette antenne-là, et elle est suffisamment éloignée pour avoir limite. Tout ça, on peut quantifier, c'est pas que j'espère. Si on va sur la réglementation, on peut voir, il y a des limites quantifiées. Si tu as un dispositif de mesurer ces types de rayonnement qui existent, tu peux arriver, tu sors de ta fenêtre et tu mets ces dispositifs. Tu dois mesurer inférieur à la réglementation. Si c'est pas le cas, là, la ville de Genève va te mettre à fort. Mais je suis convaincu que la ville de Genève fait les choses comme il faut. Parce que c'est hautement réglementé. C'est par rapport à la transmission de l'électricité. Les câbles d'électricité, ça génère aussi des ondes électromagnétiques. C'est pour ça que ça doit être aussi haut, plus haut qu'on peut le toucher, pour justement garantir cette distance suffisante que le niveau à la population est inférieur à la limite. Donc on peut le voir, on le voit bien, mais c'est assez loin pour que l'impact sur moi est acceptable. Merci à André Henriks pour toutes ces informations pertinentes. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager. Je dédie ce podcast à mon père, Eugène Vossenberg, se faisant appeler Gene Vossenberg par ses collègues du CERN et sa famille. Il occupait le poste d'ingénieur en électrotechnique. Je continue à penser à toi et tu continues à vivre à travers moi. Les entretiens de Synergie Mag.